Je suis docteur en psychologie sociale et cognitive. Je me suis spécialisé sur le neuromarketing et mon domaine de recherche, c'était tout ce qui était influence et manipulation. Notre cerveau, il est beaucoup plus influencé par le marketing que la réelle valeur. Totalement. Le cerveau ne sait pas du tout si c'est bon ou pas, ou quelle est la valeur. Il n'arrive pas du tout à l'évaluer. Apple, c'est le bon exemple avec Nespresso, toutes ces marques-là qui ne font pas d'erreurs marketing et qui sont au courant des dernières recherches marketing. Donc eux, ils savent très bien comment ton cerveau fonctionne. Pour prendre une décision, il faut des émotions. Si je coupe ta capacité à produire des émotions dans ton cerveau, tu n'es plus capable de planifier. Donc en fait, le marketing, c'est comprendre comment l'humain fonctionne pour qu'il achète. Si tu as de la concurrence, ça veut dire qu'il y a un marché, ça veut dire que la seule façon de te différencier, c'est le marketing. Ça tombe bien, je suis l'un des meilleurs dans le domaine. Si je te pose la question, est-ce que tu crois à la vie après la mort ? Les croyants disent oui très rapidement, il n'y a pas de doute, alors que les non-croyants, ils vont dire non. Le problème, c'est qu'ils vont mettre beaucoup plus de temps à dire non par rapport aux croyants. Pourquoi ils mettent plus de temps à dire non ? Bonjour Romain. Bonjour Hicham. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Ça me fait plaisir que tu sois là, mon invité. Écoute, merci pour ton invitation, ça fait super plaisir d'être avec toi. On s'est rencontrés cette année et je suis tombé vraiment fan de ce que tu fais et de la personne. Je sais que tu es docteur en neurosciences, en psychologie cognitive et aussi ancien chercheur au CNRS. Oui, c'est ça. Donc, je suis docteur en psychologie sociale et cognitive. Je me suis spécialisé sur le neuromarketing et mon domaine de recherche, c'était tout ce qui était influence et manipulation. Aujourd'hui, je ne suis plus chercheur, je suis entrepreneur. Mais oui, je crois que tu as bien résumé. Et comment on fait pour aller dans cette direction ? Tu vois, tu as des gens qui font chanteur, d'autres qui font menuisier. Et toi, tu vas dans cette direction qui est tout ce qui est lié à l'influence et la manipulation et tout ce qui est lié au cerveau. Alors ouais, ça a été du hasard, vraiment du destin ou du hasard. En tout cas, de la chance. À la base, je voulais juste être psychologue, clinicien. Après, je voulais m'orienter vers les thérapies cognitivo-comportementales. Et je me suis trompé en fait dans une recherche sur Google. Je tapais entretien cognitif et en pensant que c'était un entretien pour les TCC ou tout ce qui était processus cognitif. Et en fait, pas du tout, c'était un entretien judiciaire. Donc, je prends rendez-vous avec le numéro 1 en France de l'entretien judiciaire, qu'on appelle l'entretien cognitif. Mais je ne savais pas du tout que c'était quoi. Et quand je suis arrivé dans son bureau, le gars était super impressionnant, et grand, et je ne savais pas dire non. Donc le gars a dit « Ah, il est bien votre dossier, je vous prends ». Je rentre chez moi, et là je vois que c'est pas du tout de la psychothérapie, c'est un entretien pour la police. Et je me suis inscrit dedans, et j'étais parti dans le milieu judiciaire. Et t'es parti là-dedans ? Totalement. Je n'ai pas réussi à dire non. La personne était très persuasive. Et donc, du coup, personne n'a compris. Premier changement majeur de ma vie. Il était en clinique. Il part en cognitif, en psychosocial et cognitif. Qu'est-ce qui s'est passé ? Cognitif, ça veut dire quoi exactement ? Alors, c'est tout ce qui est finalement, par exemple, la perception, la mémoire, tout ce que tu ne vois pas directement dans le fonctionnement de ton cerveau. Ok, donc c'est une espèce de partie invisible. C'est la partie invisible, processus cognitif, et qu'on a tous. Quand tu mémorises, c'est bien un processus. Quand tu raisonnes, c'est un raisonnement que tu as. Quand tu prends une décision, tu manipules des symboles dans ton cerveau qui va t'amener à faire un choix. Et tous ces choix ça m'a toujours intéressé parce que tu vois, dans la partie inconsciente, il y a tout ce procédé. Et du coup, toi, ce que tu parles, c'est un peu toute cette partie qui est inconsciente, qu'on ne voit pas. Totalement. Avant, on appelait ça la boîte noire. Ça veut dire qu'on étudiait l'entrée, ce qu'on va dire, et le comportement, la sortie. Et entre les deux, il y a le cerveau, donc la boîte noire, et on ne sait pas ce qui se passe dedans. Les sciences cognitives vont s'intéresser au processus dedans, aux opérations mentales, qui vont être à l'intérieur. Donc, perception, mémoire. Et tout ça, là, du coup, la perception, la mémoire, les pensées, du coup, ça touche aussi les pensées. Totalement. Vont influencer nos choix. Exactement. Tu as un traitement de l'information qui vont influencer ce choix. Chaque choix que tu vas faire, tu vas prendre, est issu d'une opération mentale. D'accord. Et tu sais, des fois, quand on se pose la question et qu'on hésite, est-ce que ça veut dire qu'on a plusieurs choix ? Est-ce que ça veut dire que c'est pas clair ? Exactement. Non, c'est que tu es en train de faire un traitement et que dans le choix A et le choix B, il y a des avantages et des inconvénients et tu hésites entre ces deux-là. C'est tout simplement, c'est une pure opération mentale avec des probabilités. Et tu vas faire un choix à un moment donné qui va être souvent influencé par le contexte. Et une de tes forces, c'est justement d'influencer ce choix. Alors, là, ça fait très influence et manipulation.
Orienté, comment on pourrait dire? Disons que déjà dans mon travail, c'est de comprendre comment ça fonctionne et quels sont les processus qui vont influencer ce choix. Donc en effet, après moi je vais l'appliquer plus tard en marketing et à la vente, mais en gros mon travail c'est d'identifier les processus et de voir quels sont les leviers, les déclencheurs qui vont influencer telle option, l'option A, l'option B, que ça soit dans la vie en général, qu'est-ce qui fait que tu choisis un partenaire? Pourquoi elle et pas une autre? Pourquoi ce produit et pas un autre? C'est pas lié juste à la mémoire, en fait. Alors, c'est tout un système. La mémoire va être très importante dans ce système-là de décision, puisque ton choix va se baser sur tes expériences passées, donc sur ta mémoire. D'ailleurs, pour faire un lien avec le marketing, le branding, c'est de la mémoire. C'est un souvenir que tu crées. D'accord. C'est ça l'objectif d'une marque. Ça veut dire qu'il faut qu'une fois qu'on a vu ta marque, on s'en souvienne. Et le fait de s'en souvenir fait qu'on est rassuré quelque part. On a l'impression que c'est quelque chose de déjà connu. Vu que c'est en mémoire, tu l'as associé soit à des émotions positives ou négatives. Et c'est ce qui va t'aider à prendre une décision. Si tu as un souvenir qui est négatif d'une marque, tu vas dire je ne prends pas cette marque parce que j'ai un souvenir désagréable vis-à-vis de cette marque. Et si tu as associé positivement, par exemple, Coca-Cola, donc un souvenir positif, ça va t'orienter bien sûr ton choix vers la décision vers cette marque-là. D'accord. Sachant qu'après, il y a tout ce qui est biais. Oui. Où par exemple, j'ai mon voisin ou j'ai plein de monde qui achète du Coca-Cola, je me dis, tiens, c'est peut-être intéressant. Alors, c'est biaisé puisque le traitement, en effet, il n'est pas rationnel, il est plutôt irrationnel de notre point de vue. Donc, quand tu vas choisir entre Coca-Cola ou Pepsi, tu vas t'orienter vers Coca-Cola parce que c'est une marque que tu vois souvent, que tu connais, que les gens achètent. À partir de là, tu donnes une indication à ton cerveau que c'est une bonne marque. Et ça va influencer donc l'hippocampe et le cortex orbitofrontal qui sont pas du tout liés finalement au goût, mais à la mémoire de la marque. À partir de là, ton cerveau se dit « c'est Coca-Cola, donc c'est bon ». Ça veut dire que ça pourrait être pas bon du tout. Totalement. Mais si je cache la marque, du coup, ça devient pas bon. Ah, le fait que tu trouves le Coca-Cola bon, c'est parce que tu connais la marque. Maintenant, si je cache la marque, la plupart n'arrivent pas à retrouver entre plusieurs colas le Coca-Cola, malgré qu'à chaque fois ils nous disent « je vais le retrouver ». On fait le test, et en fait, c'est du hasard, ils ne retrouvent pas du tout, ou ils ont beaucoup d'hésitation. Et parce que dans tous les cas, ce ne sera pas la même zone qui va évaluer le produit à ce moment-là. Et voilà, et donc du coup, si je cache la marque, en effet, tu n'auras pas la même expérience. D'accord, donc ça veut dire que notre cerveau, il est beaucoup plus influencé par, j'allais dire entre guillemets, le marketing et ce qu'on a pu voir que la réelle valeur. Totalement. En fait, le cerveau ne sait pas du tout si c'est bon ou pas, ou quelle est la valeur. Il n'arrive pas du tout à l'évaluer. Il est très mauvais pour ça. Donc, quand tu présentes une offre, on ne sait pas si ton offre elle est bien ou pas bien. Que ce soit un coaching à 800 €, 2000 €, 3000 €, 12 000 €, je ne sais pas si c'est cher en réalité. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. Je vais juste suggérer que 12 000 € ou 10 000 €, c'est mieux qu'un coach à 800 €. Et ça, automatiquement, dans notre cerveau, on part de cette suggestion qui va influencer finalement ma décision. Ça en fait partie, oui. Ça en fait partie. Et donc tout ça, vu que c'était ta question initiale, c'est ça les sciences cognitives, c'est de comprendre ce raisonnement-là. Et quand tu comprends ce raisonnement, forcément, tu deviens un meilleur vendeur ou un meilleur marketeur. Et tout ça, les sciences cognitives, tu as les neurosciences qui vont nous donner énormément de connaissances. Tu as la psychologie sociale et cognitive, l'anthropologie. Voilà, il y a plusieurs disciplines qui vont enrichir les sciences cognitives. Alors tout à l'heure, tu disais que tu étais passé dans le judiciaire. Et oui, parce qu'en fait, on a appliqué ce taxe de laboratoire s'occupait d'apporter des outils aux enquêteurs. D'accord. Donc ce n'est pas dans la psychocriminologie où on va analyser les suspects, c'est vraiment comment on mène un interrogatoire, comment on mène un entretien avec des témoins, comment on fait la détection de mensonges, et ça va être le début de mes recherches. Et moi, je vais travailler sur tout ce qui est les processus d'influence dans ce cadre-là. Par exemple, est-ce que je peux créer un cadre pour améliorer la détection du mensonge? Donc ça a été mes premiers travaux. Donc par exemple, on peut améliorer la détection de mensonges en mettant un cadre là où on est justement maintenant, en posant des questions spécifiques qui vont augmenter mes chances de détecter le mensonge. D'accord. Alors c'est pas comme dans les films, je crois qu'il ment et tout. Non, en fait, pas parce qu'il cligne de l'œil que rien le à gars voir. c'est un menteur ou parce qu'il est stressé, ce qui peut arriver à tout le monde d'être stressé.
Soit oui, en effet, il est stressé, mais le stress n'est pas du tout un indicateur du mensonge, puisque quand je te mets en mode interrogatoire, tu seras forcément stressé. Ok. C'est limite, si t'es pas stressé, tu peux être un psychopathe, quoi. Alors oui, ou être habitué tout simplement. Imaginons que je t'accuse à tort. Moi, je le sais pas. Tu vas être stressé parce que tu as peur d'être accusé à tort. Et en plus, en fonction du niveau d'accusation, forcément, tu vas stresser. Donc le stress n'est pas un indicateur du mensonge. La situation est stressante. D'ailleurs, on va même éviter de mettre aujourd'hui en stress la personne si on veut détecter le mensonge. Et le verbal, non-verbal là-dedans? Alors, c'est là où les gens seront piégés. Les gens pensent que c'est le non-verbal qu'on va regarder. En réalité, le non-verbal n'est pas un excellent indicateur pour détecter le mensonge. Et eux le pensent, enfin les gens le pensent, donc tant mieux pour les policiers. En réalité, les meilleures techniques, c'est le verbal. Pourquoi ? Parce que une scène qui a été vécue, elle a été encodée en mémoire. Une scène qui n'a pas été vécue, donc un mensonge, n'a pas été encodé de la même façon en mémoire. Il y a une différence entre imaginer et percevoir et vivre. C'est pas la même mémoire. À partir de là, tu n'auras pas la même récupération en mémoire. Et à partir de là, avec des techniques qui va analyser le langage, on va pouvoir estimer si la personne ment ou pas. Donc là, on est plus dans le linguistique, c'est-à-dire que si la personne parle d'émotion plutôt que de dissociation, tu peux déjà savoir si... Mais je donne un exemple, mais je ne peux pas tous les donner, ce serait terrible. Les menteurs donnent beaucoup moins de descriptions visuelles, ils sont moins dans le détail. Et si je te demande, par exemple, voilà, raconte-moi ton récit, mais cette fois-ci, image par image, et tu vas zoomer, tu vas mettre pause sur l'image, et tu vas me décrire toute la scène, toute la photo. Mais un menteur a beaucoup plus de mal à le faire, puisque lui, il n'a pas... Parce que du coup, il va devoir inventer. Il doit inventer. Donc ça va lui créer un laps de temps, il faut Exactement. qu'il soit précis. Alors que il l'a dans ses tripes, entre guillemets. Il l'a en mémoire. Ouais. Il l'a en mémoire, il a vécu la scène. Si je te demande de me rappeler là ce qu'on est en train de vivre, tu n'auras aucun problème à me dire il y avait ça, il y avait des lumières, il y avait des micros, des portables, qu'un menteur va devoir inventer. Donc du coup, ça change complètement. Donc cette notion de verbal, non-verbal, faut se méfier en fait du non-verbal. C'est pas forcément un indicateur c'est très pas pertinent. Un excellent indicateur. Les vrais détecteurs de mensonges, les vrais spécialistes s'appuient sur le verbal. D'accord. Et ton doctorat, ta thèse, tu l'as fait sur quoi ? Alors là, ça c'était mes premiers travaux. Ensuite, j'ai eu un financement. Et là, j'ai travaillé sur l'influence et la manipulation, mais liée à la mémoire. Donc comment on pouvait modifier des scènes de crime, par exemple, en étant convaincu, ou comment finalement un souvenir peut être modifié sur 3-6 mois. Ce qui pose problème, puisque quand tu as des témoins, tu as un magistrat qui va s'appuyer sur les témoignages, mais souvent, les témoignages sont erronés parce que c'est de la mémoire. Et plus la mémoire, le temps passe, plus on va remodifier les informations, notamment quand c'est médiatique. Donc moi, je travaille principalement sur la mémoire et voilà. D'accord, j'avais entendu à un moment qu'on pouvait même des fois on pouvait rajouter des détails qui n'existaient pas dans la mémoire de quelqu'un. Je sais pas si c'est clair ce que les gens le font tout seuls, mais oui, on peut rajouter des détails tout simplement en posant des questions. Si je te dis est-ce que le suspect avait un pull noir, tu vas déjà dire non. Après, tu vas réfléchir au fur et à mesure. Et tu vas dire, ouais, peut-être qu'il avait un pull noir. Donc, je t'ai inséré, finalement. Donc, tu mets un espèce de doute, en fait, où là où c'était flou pour moi, toi, tu modifies finalement mon image. Juste avec des questions, je peux influencer, en effet, ta mémoire. Donc, ça veut dire que quand tu as un jury et qu'il y a des accusations, donc ça peut être très dangereux, en fait. Tu as des gens qui peuvent rester très longtemps et qui C'est très dangereux, puisque... la plupart aux États-Unis, puisque eux, ils mesurent, pas en France, la plupart des personnes qui ont fait de la prison alors qu'elles étaient innocentes, dans 72% ou 74% des cas, peut-être plus, je ne m'en souviens plus, c'est dû à une erreur de témoignage. Le témoignage est souvent la première source qu'on a d'informations. Ok. Mais du coup, ça veut dire qu'avant, on prenait le témoignage comme acquis, entre guillemets, sans vérifier que... Totalement. On pensait que même un témoignage, à l'époque de Napoléon, pensait qu'un témoignage, ça suffisait parce qu'on croyait à cette mémoire qui enregistrait bien. Ça suffisait. Et finalement, on voit qu'il y a de la défaillance et que c'est pas aussi simple que ça. Exactement. En fait, la mémoire, le témoignage est une source peu fiable. Romain, il était comment quand il était plus jeune ?
Oh. À cette époque-là, t'étais comment? Déjà plus jeune. Plus jeune, Moi, tu voyais où? Tiens, c'est intéressant. Du coup, j'ai pas Non, donné parce que d'infos. pour moi, c'est pas ça se si, trouve, il y a t'es pas si arrivé à 12 longtemps. ans. Il y a pas si longtemps que ça. Oui, je pensais 12 ans, 14 ans ou 10 ans. Je sais pas du tout, j'en souviens pas. J'en souviens pas du tout. Tu te souviens pas de toi quand t'étais plus jeune ou Si, mais au moment de la thèse, j'étais dans la recherche très loin de l'entrepreneuriat. Pour moi, c'était vraiment. C'était un autre monde? Pour moi, ça n'existait pas. Enfin, C'est-à-dire que si tu devais décrire le Romain de l'époque, il était comment? Alors, déjà, toujours hacker. Le côté hacker, piratage. Ok. Euh, C'est-à-dire que le hacking, j'allais dire, tu l'utilises même pour des contrôles, des examens. Tu vas au plus Oui. simple. Parce que j'arrivais à deviner les partiels à l'avance en posant des questions aux profs. Donc en leur posant des questions très simples en disant qu'est-ce qui est important de réviser. Donc puis tu les orientes, quoi. Mais je savais en fait plus ou moins, je trouvais plus ou moins les questions. Puis il y a un truc où ils n'étaient pas malins. Moi je prenais les annales et il y a toujours un ordre quand on trouve des examens. Parce qu'on ne peut pas me remettre le même examen qu'il y a 6 mois ou l'an dernier. Tu as trouvé une séquence presque. Mais j'ai trouvé une séquence en fait en faisant, j'apprenais les annales et donc j'arrivais à anticiper les sujets. C'est la prédilection ou du moins ou prédiction, je sais pas. Il y en a un, c'était simple, hein, c'était dans l'ordre. Donc du coup, j'avais j'avais préparé par cœur, j'ai eu 17 sur 20. Donc j'avais vraiment focus un passage où je savais que ça allait tomber dedans. Et puis vu qu'au pire, il y a une repêche, donc je faisais à la repêche. Ce qui faisait que j'avais des excellentes notes de manière générale à l'université. Le fait de hacker, ça te permet quoi en vrai? Ça te permet de gagner du temps ou c'est un kiff? Gagner du temps, d'être malin en fait. J'ai pas été. Tout le monde pense que j'étais super brillant, que j'ai les meilleures notes. En fait, j'étais surtout super malin. D'accord. Parce que j'arrivais à anticiper les partiels, les différents partiels. Là, il y a un truc, je reprends, c'est le questionnement. C'est très important finalement, le questionnement. Bah oui, parce qu'en fait, quand tu poses des questions, les profs, ils donnent des informations. Ce qui est marrant, c'est que quelques temps plus tard, c'est moi le prof. Parce que j'enseignais 7 ans. Et avec des contrats de recherche. Donc, t'as vu des mini-romains qui te posaient des questions ou pas? Non, mais par contre, j'ai vu les gens malins. Donc moi, j'ai cassé le rythme le système. En fait, j'ai cassé mon propre système. C'était horrible. C'est-à-dire que tu le voyais venir, quoi. Maintenant, moi, je tire au sort. Donc, c'est-à-dire que tu pouvais retomber sur le... Ah, tu faisais tout pour... Ok, donc on est vraiment dans un truc qui est... J'ai cassé tout ce que j'ai... T'as construit tout le truc, et après, une fois que t'as fermé la clé, tu l'as jeté, quoi. Bah, du coup, vu que les meilleurs, c'est toujours ça, même au niveau des gens... c'est un peu genre comme Arrête-moi si tu peux de Caprio. Le gars, il triche. Et en fait, le meilleur pour détecter les tricheurs, c'est le tricheur. Donc, vu que moi, j'étais malin sur ça, que j'avais trouvé ce système-là, du coup, quand vu que c'était à moi de créer des examens, des partiels, maintenant, il y avait 19 sujets ou 12. C'était aléatoire, donc tu pouvais retomber sur le même thème qu'il y a 6 mois ou 1 an. Donc, du coup, tu devais tout connaître. Et donc oui, j'ai pas été sympa sur ça. J'ai pas laissé les gens hacker, du coup. T'es né où, toi, exactement? Moi, je suis parisien. D'accord. Je suis parisien. Ok, moi je pensais que tu étais dans le sud. Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Moi, je suis Saint-Germain-en-Laye, 15e arrondissement et voilà, Maison Lafitte. Donc j'allais dire le doctorat et tout ça, tu l'as fait justement là, c'est à Toulouse que j'ai passé le doctorat. D'accord. Il y a eu un passage à un moment avec la police sur le Bataclan. Oui, alors tu fais référence. Alors oui, à un moment donné, étant donné que je travaillais sur les croyances. Ça, c'est super important. Alors, les croyances, pour moi, c'est une pierre, tu sais, c'est... La pierre angulaire. Ouais, tout passe par les croyances. Alors, il y a croyances, les gens peuvent aussi associer ça à la croyance religieuse. Tu fais une différence entre les deux ou pas? Ou pour toi, ça reste une croyance qui est plus... Alors, c'est marrant parce qu'à l'époque, on m'avait posé cette question-là, et j'avais pas compris la question parce que nous, en sciences, croyances, ça peut être croyances en des hypothèses. On a des théories et on a des croyances sans cette théorie-là. Mais oui, maintenant, en fait, on va différencier croyance et connaissance. Connaissance, c'est basé sur des preuves, des faits qui peuvent être remis en question. Croyance, il n'y a pas de preuves réelles. Donc ça veut dire que la croyance religieuse, c'est une croyance? C'est purement une croyance puisque ce n'est pas une connaissance dans le sens qu'on n'a pas de preuves scientifiques sur l'ensemble des religions. D'accord. Donc tu as travaillé sur les croyances? Alors moi, c'est la modification des croyances, donc en mémoire, dont la marque Apple, ou même dans la vente, parce que tu peux avoir une croyance prix. Du coup, comment je t'emmène à une croyance valeur? Ça sera plus tard. Mais moi, au début, c'était... Donc, en fait, ça veut dire que tu transformes dans le cerveau des gens quelque chose où ils sont ancrés en se disant c'est le prix, c'est le prix, c'est le prix. Et au bout d'un moment, tu leur dis les gars, on parle pas de prix là, c'est ça la valeur. Et là, waouh! C'est la même chose, ouais. En fait, c'est le même process.
tout ce que j'ai fait en lien avec la police ou ça peut être dans la défense au niveau ou ailleurs, même au niveau des sectes, tout simplement. C'est le même système, c'est le même raisonnement qu'en vente. C'est-à-dire que l'être humain, il fonctionne sur la base de croyances. Ben, Coca-Cola, tu l'as dit, si tu le trouves meilleur, c'est que tu as une croyance ancrée dans ton cerveau que c'est meilleur. Mais si je t'enlève la marque, hop, ça devient que tu ne la reconnais pas. Du coup, tu ne trouves plus que cette marque est aussi bien. D'accord. Influence de tes croyances. Et par rapport justement à cette histoire du Bataclan, c'était le lien ? Le lien, c'était que je travaillais sur la manipulation des croyances et j'avais montré dans une expérience que je pouvais transformer quelqu'un qui était non-croyant dans un domaine, croyant en quelques minutes, le faire changer de croyance. Il switch. Je switchais très rapidement. Donc son paradigme change complètement. Son paradigme changeait totalement avec quelques éléments de persuasion. Ça veut dire que j'arrivais à faire passer quelqu'un de croyant à non-croyant. À partir de là... Ou dans l'autre sens. Dans l'autre sens, oui, ça a été le travail après, mais ce n'était pas mon domaine. Et donc, du coup, forcément, quand on parle de croyances, le Bataclan, on est dedans, puisqu'on a des personnes qui partent de la France et qui reviennent avec d'autres idées et qui peuvent être des attaquants. À partir de là, moi, j'ai été consultant juste consultant dans ce domaine. Donc, c'est intéressant. Donc, cette notion de croyance, comme quoi, en tout cas, elle peut être modifiée. On peut changer. On peut changer les croyances. C'est ce qui se passait puisque les personnes qui étaient retournées contre le pays, donc avec Daesh, eux, ils avaient leurs croyances, mais ils n'étaient pas forcément musulmans avant. Ils connaissaient même pas forcément la religion. Il n'y a pas de lien direct en réalité. Enfin, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Hein, on trouve de tout au cas. Et à partir de là, oui, on peut modifier une croyance très rapidement avec de la psychologie, avec de la manipulation. Il suffit que je dise que tu es quelqu'un d'intelligent, différent des autres. Ça va très vite. Hein. J'allais dire, tu m'élèves quelque part, tu me donnes en tout cas de... Ça peut être un des éléments. Je peux dire, tiens, Hicham, tu poses des questions depuis tout à l'heure et franchement, je te trouve brillant, intelligent. Mais tu as dû te sentir différent des autres quand tu étais plus jeune. Non, tu vois, je vais t'emmener dans ça. C'est une des techniques qu'on peut utiliser dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'un séducteur, un baratineur, ça peut être ça aussi, quoi. Il peut utiliser ces techniques-là pour en effet séduire. Les premiers, c'était les Chinois pour retourner des Américains contre leur propre pays ou prendre des informations. Voilà, tous les pays peuvent utiliser ce genre de procédé avec la communication engageante qui est engagée au fur et à mesure pour modifier tes croyances. Il y avait un point très important que tu m'avais souligné une fois, que tu m'avais dit, c'est que c'était lié à la croyance toujours. C'est notre cerveau est quelque part obligé de croire. Alors, dans une étude, j'ai montré que finalement, pour moi, on est en mode comme si on était préprogrammé pour croire. Exemple, dans une expérience, donc j'ai demandé à des personnes, je posais des questions et tu devais répondre oui, non, très rapidement sur un clavier. Si je te pose la question, est-ce que tu crois à la vie après la mort ? Les croyants disent oui très rapidement. Ouais, de base, oui, paf, il n'y a pas de doute. Alors que les non-croyants, ils vont dire non. Le problème, c'est qu'ils vont mettre beaucoup plus de temps à dire non par rapport aux croyants. Pourquoi ils mettent plus de temps à dire non ? Pourquoi il y a un blocage ? Donc, c'est comme s'ils pensent oui, mais ce n'est pas rationnel, donc ils inhibent la réponse intuitive pour donner une réponse rationnelle qui est non. Donc, c'est-à-dire qu'ils mettent un processus mental différent des croyants pour bloquer. Donc, on peut penser que, en termes d'hypothèse, que croire, c'est quelque chose d'assez intuitif. Ce qu'on appelle le système 1. Si je te dis 2 plus 2, hop, égale 4, c'est intuitif. 17 fois 24, t'as rien. Système 2, c'est conscient. Donc là, on a une question qui fait passer quand même les non-croyants en système 2 à se dire, oula, j'ai pensé oui, mais c'est non. C'est intéressant parce que j'avais vu un article qui parlait justement de la destinée et du libre arbitre. Et en fait, en fonction de ton passé, ton destin, il est quasiment, si tu changes rien, bon, on peut savoir ce que tu vas faire. Et la personne disait justement que ce qui était intéressant, c'est que de base, on est programmé. Et en fait, notre libre arbitre, c'est pas de choisir entre A et B, c'est de dire non à quelque chose et de bloquer en fait. Et j'ai l'impression que ça ressemble un peu à cette notion où tu bloques. Et c'est là en fait où tu as le vrai libre arbitre, c'est de dire non, plus que de dire moi je veux ça, ça, ça. C'est de dire non à
que ton cerveau pourrait t'emmener. Alors, c'est un sujet qui est extrêmement vaste. On pourrait en parler des heures, ce qu'on appelle l'apprentissage et le développement. Et je ne suis pas le plus grand spécialiste de ce domaine-là, dans la psychologie. Mais effectivement, on va avoir un ancrage culturel qui va nous apprendre des codes, des normes, et le bien et le mal. En fait, on ne sait pas ce qui est bien ou mal. Ça va dépendre de ta culture et de ce qu'on va te Inculquer, totalement. ça peut être par rapport à l'argent. La politique, l'argent et les normes. Nous, on a des normes en France qui sont différentes de celles qui sont américaines, japonais, ou dans les pays, on va dire au Maroc, aux Émirats. On n'a pas la même culture, donc on n'a pas intégré les mêmes normes. À partir de là, il y a déjà un ancrage. Donc ça veut dire que tu es déjà prédisposé à Tu es répondre d'une certaine manière. pour répondre à ton environnement. Ça permet de survivre, bien évidemment, parce que si tu n'avais pas ça, ce serait compliqué d'avoir les codes. Du coup, c'est le clan et Exactement. on est dans la pyramide de Maslow où il faut aussi rester dans si tu es tout seul, ça crée ton environnement. C'est chaud. Ouais. Tu prends un enfant qui vit dans le nord et un qui vit dans le désert, ils n'ont pas le même apprentissage. Donc c'est important d'avoir les codes. Un enfant inuit qui peut être dans le froid, torse nu, toi, tu as un apprentissage, tu as des codes qu'il va apprendre pour survivre dans son environnement. La culture, c'est la même chose. En France, on a une certaine culture, en effet, avec un rapport à l'argent qui est différent. Et ça va influencer tes croyances. Tu peux les modifier, mais ça va influencer tes croyances sur ton environnement. Ça, tu as pu étudier le rapport de l'argent C'est pas mon thème de recherche, mais énormément de chercheurs s'intéressent à cette question, et notamment sur le principe des valeurs, notamment la hiérarchie des valeurs, qui ne sont pas les mêmes en fonction des pays. Donc, en fonction du pays où tu es, on n'a pas forcément les mêmes valeurs, on ne les met pas au même niveau. Donc, du coup, ça peut créer aussi des fois des problèmes. Des problèmes de communication, puisque, par exemple, au Japon, la première valeur, c'est le système. Donc, le système avant tout, et les autres avant tout. Donc, c'est un pays où tout... c'est la valeur du système. Dans d'autres, ce sera la valeur religieuse, qui sera la première. Et dans d'autres, par exemple en France, c'est souvent la liberté. Alors en France, on est assez particulier puisqu'on a la liberté, mais par rapport à d'autres pays, on a deux versions de la liberté. On a des gens de gauche qui disent la liberté, c'est le partage, et d'autres disent la liberté, c'est de construire et de pas forcément partager avec quelqu'un qui n'a pas participé à cette construction. Mais ça reste la valeur de la liberté. Alors que dans d'autres pays, la liberté n'est pas la même, n'est pas la priorité. Ce ne sera pas la même chose. Par exemple, il y a pas mal de débats entre différents pays. Le voile est un excellent exemple. Dans certains, ça protège du regard de l'homme. Et en France, ça va être plutôt vu comme quelque chose de soumission. Alors que dans d'autres pays, ce sera totalement différent. En fait, c'est lié au passé du pays aussi et de la culture. La culture, la religion va beaucoup impacter ta perception du bien ou du mal. En sachant que qu'est-ce qui est bien ou mal? Tu ne sais pas, en réalité. On ne sait pas ce qui est bien ou mal. C'est nous qui définissons ce qui est bien ou mal. Dans une expérience très simple, tu as un billet de 50 € par terre. Qu'est-ce que tu fais? Dans certains pays, dont la France, c'est de ramasser pour redonner. C'est ce qui est bien. Dans d'autres pays, il ne faut surtout pas ramasser pour redonner. Parce que tu vas... il faut que tu le gardes, car c'est un signe. Donc la personne qui a perdu, c'était un signe. Elle devait le perdre. Et la personne qui a ramassé, c'était pour elle. Donc c'est c'est Dieu, en fait, qui va, pour elle, donner ce billet. Donc si tu ne le prends pas, c'est pas bon. Et pour elle, c'est ça qui est bien, c'est de garder. Ce ne sera pas un vol, mais pour nous, ce sera un vol. Parce qu'on a deux regards différents sur une situation. Donc, du coup, on ne peut pas comprendre. C'est intéressant parce qu'on parlait de neurosciences, croyances, et à un moment, ça touche presque à il y a le côté, j'allais dire, au-delà de la croyance, il y a la spiritualité, il y a ce qu'on imagine au-dessus, ou tu vois, ou le dogme. Encore une question très complexe. Disons que la religion va donner de la culture dans un environnement. En France, on a quand même une culture très catholique qui a été influencée par cette pensée catholique. L'argent est mal, l'argent c'est pas bien, il ne faut pas montrer, c'est ostentatoire. Ce serait une interprétation. Alors qu'aux États-Unis, ça va être. Aux États-Unis, il n'y aura aucun problème parce qu'ils vont penser que si tu as de l'argent, c'est que tu es aidé par Dieu, c'est que Dieu t'aide, c'est que tu es en lien avec Dieu finalement. Donc, c'est que tu as. Donc, il y a vraiment cette perception de
l'argent, c'est soit c'est mal, comme tu dis, ou soit t'es l'élu, entre guillemets, et en gros, vas-y, profite, et c'est normal. Totalement. Aux États-Unis, ils ont une valeur de l'argent totalement différente. C'est un échange, il n'y a pas de problème avec l'argent. L'argent, c'est bien, ça permet d'échanger un service ou quoi que ce soit. En France, ce ne sera pas le cas. Mais donc ça veut bien dire que, en fonction de là où tu es, ton futur, il est plus ou moins restreint, en fait. Totalement, puisqu'on a, par exemple, alors je ne veux pas citer pour ne pas mettre de conflit, on a deux cultures totalement différentes. L'un pense que quand tu fais alors ça te rapproche de Dieu. À partir de là, tu dois être tout le temps dans l'action. Et l'autre pense qu'il ne faut pas être dans l'action. Si ça se passe comme ça, c'est ce que Dieu l'a voulu. Donc tu as deux cultures différentes qui sont à côté et qui ne peuvent pas s'entendre sur finalement ces valeurs. D'accord, ok. Donc l'un, ça marche pas, c'est que Dieu l'a voulu. L'autre, si ça marche pas, c'est que je dois faire quelque chose pour que ça marche. C'est à moi d'être. Donc quand tu étudies la religion, puisque moi j'étudie les croyances, forcément la religion, je devais l'étudier pour le travail déjà. Donc on voit cette notion de culture. Donc tu as pu étudier les grandes religions Alors ça fait partie du quand boulot. Je l'ai étudié, ouais. Alors, on te donne des cours pour comprendre des contextes. Ouais. Ok, c'est intéressant. Donc il y a cette histoire-là. Et comment j'allais dire à un moment, tu fais le switch vers l'entrepreneuriat ou Oh là là, encore du destin, rien à voir. Je travaillais pour une mission qui m'a un peu remis en question sur justement sur ce que je faisais. Excuse-moi, quand on est chercheur, on travaille pour qui exactement ? Tu es payé par l'État, par le ministère tout simplement. Et à côté, ton laboratoire peut recevoir des subventions de la part des entreprises. Donc là, ça ne veut pas dire que tu auras un meilleur salaire, mais ça permet de financer des post-docs, des arts, du matériel et pour publier des recherches. Tu peux avoir une petite prime en plus, mais tu n'es pas payé au résultat quand tu es chercheur. Donc c'est comme ça que tu finances un laboratoire. Et le switch, du coup, c'était un coup de chance, un coup du destin ? Ouais, encore des destins. J'enseigne pendant 7 ans. Tu fais de la recherche pendant 7 ans, en incluant la thèse. Puis ça fait beaucoup. Et moi, j'aime bien changer. La vie est trop courte, donc j'aime bien me mettre des violences en me disant il faut que je change. D'accord. J'ai failli accepter un poste en lien avec mon travail, mais ça me coupait du monde et j'aimais bien partager. J'adore. D'ailleurs, moi, j'adore la recherche, j'adore la lire, j'adore la partager, mais la faire, c'est pas ma passion parce que c'est très long, il faut mettre des protocoles, tout est super cadré. C'était pas là où j'étais le meilleur. Moi, j'adore la lire, j'adore la partager, la vulgariser. Et je me suis dit. Ce que tu fais un peu sur Instagram, sur LinkedIn. Ouais, totalement. Ouais. Au moment où je travaille sur justement les problèmes liés à la défense, entre guillemets, donc tu l'avais cité tout à l'heure, je commence à avoir des demandes de contrats, de conférences, plutôt en marketing, puisqu'en parallèle, je montre que Apple augmente la mémoire de la marque en cachant la marque. Et je me rends compte que le marketing, quand tu fais une conférence, quand tu interviens, tu gagnes beaucoup plus d'argent que juste un salaire de chercheur. Donc au fur et à mesure des contrats de recherche, des prestations hors de la recherche, je commence à gagner beaucoup d'argent. Beaucoup plus. Donc, à un moment donné, tu te dis, qu'est-ce que je fais en fait ? Les demandes commencent à monter de plus en plus. Et là, c'est là où tu mets en pause la recherche. Je veux dire, je mets en pause 1 an, 2 ans pour faire que ça et donner des formations et des conférences. Et c'est là où j'ai quitté la recherche et l'enseignement, qui me plaisait énormément. Ça a été difficile pour toi de quitter ça ou L'enseignement, oui. D'accord, ok. L'enseignement, ça a été dur parce que j'adorais ça. Mais je me mettais tellement à fond que je commençais à être fatigué. Et vu que je donne toujours les mêmes cours, alors moi je scénarisais, je faisais des blagues, tout était scénarisé pour la pédagogie. Mais 7 ans, ça passe vite. Même si tu commences tôt, vers 23, 24 ans, parce que la thèse, tu la commences à cet âge-là, en fait, ça passe vite et à la fois, c'est fatigant. Et l'entrepreneuriat, je commençais déjà à voir les vidéos sur YouTube, à voir des gens qui en parlaient, d'être infopreneur. J'ai dit, c'est un truc de fou. Et je rencontre un gars qui gagne, qui disait pour moi beaucoup de conneries. C'est incroyable de faire autant de conneries en très peu de temps, que des pseudosciences sur le non-verbal, tout ça. Et je dis, mais ce gars-là, il gagne combien ? Et je me dis, il doit pas gagner beaucoup. Et là, on me dit, non, mais ce gars-là, il gagne 5-10 fois son salaire. Ouais. Et là, je dis, what ? Il fait quoi ? Il est infopreneur. Ok. Je regarde et mon côté hacker revient. Et j'ai dit, ok, je vais vendre des formations. Du coup, je vais faire pareil. Et c'est comme ça que je suis parti de la recherche. D'accord, ok, intéressant. Et tu as pu faire des conférences pour des grandes sociétés ? Conférences pour des très grandes sociétés et des formations. Des conférences de quoi, du coup ?
Neuromarketing, vente. Ok, donc tu t'es orienté sur le neuromarketing et vente. Totalement. Parce que mes Ok. recherches, à la fin, étaient financées sur le marketing. D'accord. C'est quoi la différence entre le marketing et la vente? Si tu devais en faire une, ou C'est peut-être que c'est très simple, en fait. Alors, les deux sont liés. Mais dans l'esprit, le marketing, c'est la communication, c'est ta stratégie marketing, ça va être ton site internet, tes pubs à la télé. La vente, on va plutôt parler sur le processus commercial, l'entretien de vente, vendre au face-à-face, téléphone ton produit, donc trouver le prospect. Maintenant, on aime bien te l'envoyer directement dans ta boîte mail. Donc de l'appeler, de prendre rendez-vous et vendre le produit. Donc on est sur l'entretien de vente. Et moi, mes recherches étaient sur les deux. Le marketing d'un côté, ça peut être l'étude de packaging. On a un entretien de vente, on va analyser l'entretien et on va voir les indicateurs qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas. Donc là, on est vraiment sur des preuves de comment on vend. C'est ça qui a vraiment cartonné. Ok. Donc tu as vu en fait que c'était la vente qui intéressait plus. Les deux, Les le deux, marketing, et le marketing parce aussi. que les gens ne savent pas communiquer sur un site web, ils ne savent pas parler de leur marque. Ce que j'allais dire, les plus Les gros deux. problèmes que tu vois, c'est que les gens ne savent pas communiquer de leurs produits ou ils ne savent, Ils ne savent ont pas peut-être mettre en valeur leurs produits. Non. pas forcément de clarté dans ce qu'ils veulent. Exactement. Apple le fait très bien. IBM, enfin, des grosses marques vont le faire très bien, mais la plupart ne savent pas le faire. À partir de là, parce qu'ils n'ont pas la bonne théorie, ils n'ont pas la bonne connaissance sur le cerveau. À partir de là, je me suis dit, il y avait un créneau, un boulevard. Et le boulevard, il est venu tout seul. Je ne l'ai pas créé. La demande, elle est venue dès que je faisais une conférence. J'en vendais 3 autres derrière. D'accord. Parce que moi, j'étais dans le milieu de l'informatique, tu vois, et le côté ingénieur, on voit beaucoup des gens qui proposaient souvent des caractéristiques, genre, voilà, on a le dernier PC, il fait tant de machin, nanani, nanana. Et c'est là où le marketing a fait la grosse différence, et notamment Apple, où il y avait leur slogan, je crois que c'était Think Different, je crois que c'est un truc comme ça, et ils arrivent tout en haut de la pyramide en te disant, on n'est pas en train de parler de CPU ni de machin, on est en train de te parler du futur, quoi. Apple met en avant les bénéfices directement. Ils n'utilisent pas le comment. Apple, c'est vraiment le top du marketing. Ils sont renseignés dessus. Ils savent ce que c'est. Ils sont au courant des dernières recherches. Ils appliquent. Ils ne posent pas de questions. Il n'y a pas de révolution chez Apple niveau marketing puisque tout est déjà dans les recherches. Donc eux, ils n'ont plus qu'à faire une veille et à appliquer, tester. Donc Apple, c'est le bon exemple avec Nespresso, toutes ces marques-là qui ne font pas d'erreurs marketing et qui sont au courant des dernières recherches marketing. D'accord. Donc là, eux, ils savent très bien comment ton cerveau fonctionne. Aujourd'hui, oui. Et finalement, ils savent comment vendre parce que... Grâce au neuromarketing, grâce à la psychologie, aujourd'hui, on intègre parfaitement l'humain dans le marketing, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et là, aujourd'hui, oui, ils ont tous les codes. D'accord. Ça veut dire que toi, dans ce que tu proposes, ça reprend toujours le why, le how, le what et tout ça, ou tu le mets d'une autre manière? Non, pas du tout. Système 1, système 2. Le plus important, tu l'as dit, c'est système 1, système 2. Tu peux expliquer rapidement Alors, pour ceux qui c'est comprennent, en fait dans ton cerveau, pour prendre une décision, il a différents traitements. Et on va distinguer 2 types de traitements. Un traitement intuitif, automatique et inconscient. Donc 2 plus 2, hop, inconscient, tu as 4. Tu ne l'as pas contrôlé, le 4, il est arrivé automatiquement. Que si je te dis 17 x 24, rien vient à ton esprit. Donc on voit bien que là, ensemble, il y a bien 2 traitements différents. Il y a bien 2 types de réponses. Donc la première, on va appeler ça le type 1, donc système 1. L'autre de type 2, donc système 2. 2 processus. Trump, immigration, paf, tu penses à mur. Clinton, immigration, tu penses à rien. Ouais. Donc là, tu as 2 différences en termes de communication. Il faut que la marque active le 2 plus 2. Il faut que quand tu parles, il y a l'image mentale concrète qui arrive et que tu vois qu'il y a une image qui arrive. Il faut qu'il n'y ait pas de doute, en fait. C'est paf, ça sort. Exactement. Il ne faut pas qu'il y ait d'incertitude. Rien qu'en faisant ça, tu augmentes tes ventes parce que tu vas augmenter la compréhension. Et cette compréhension va permettre d'activer les émotions. C'est super intéressant parce que ça veut dire plus tu es clair, du moins plus c'est clair dans la tête de la personne que tu as en face de toi, plus ça va directement et il n'y a pas d'incertitude. Donc, c'est le seul moyen d'activer des émotions. C'est-à-dire que si c'est clair, ça va activer une image. Si cette image-là elle est assez forte, elle va activer des émotions. Et là, tu actives ces émotions. c'est-à-dire que c'est le canal nickel pour activer l'émotion. S'il y a du doute, ton émotion elle est foireuse, entre guillemets. Exactement. Imaginons, je veux aider des enfants qui meurent de faim en Afrique. Je peux faire soi-disant 2 versions émotionnelles. On va dire 2 formats A4. Je change 3 lignes au milieu. La première, on y va. On dit 11 millions d'enfants au Malawi, 9 millions de Zambiens, 7 millions en Éthiopie. Tous les enfants, je mets un nom d'enfants énorme. Ouais, les chiffres, quoi. Les chiffres, c'est censé être émotionnel. Et à côté, je compare avec la deuxième version où je dis, elle s'appelle Rokia,
elle est malienne et âgée de 7 ans. Ah, j'ai pas la même image. Tu vois, là, tu as une image qui s'est La créée. première, j'ai des chiffres. Tu as des chiffres, mais ça n'active pas des émotions. Là, la deuxième, j'ai une petite fille, quoi. Alors que là, tu as une petite fille, et là, ça va activer l'émotion qui est l'altruisme, et l'altruisme va activer la décision de donner un don. Que dans l'autre, on va mettre des chiffres. Ok, c'est rationnel, mais vu que là, c'est quand les gens font ça, c'est qu'ils pensent que l'humain est rationnel, qu'ils vont dire 10 millions, c'est beaucoup, donc du coup, je vais donner. Du coup, ça me demande de réfléchir. Mais non, parce qu'il n'y a pas d'émotion, donc ça ne fonctionne pas. Ça veut dire que l'émotion, c'est elle qui va te bouger pour activer et avoir l'action en fait derrière. C'est super intéressant ce que tu viens de te dire, parce que la plupart pensent à tort qu'il faut parler au côté rationnel et au côté émotionnel, et parfois émotionnel et rationnel. C'est totalement des conneries, avec des faux modèles issus des pseudosciences. Il n'y a rien à voir. Il n'y a pas de côté, on parle au côté rationnel. Non, tu parles aux émotions, puisque en réalité, quand tu prends une décision, elle est forcément émotionnelle. Descartes pensait que d'un côté, on avait des décisions rationnelles et de l'autre côté, des décisions émotionnelles. Non, pour prendre une décision, il faut des émotions. Si je coupe ta capacité à produire des émotions dans ton cerveau, tu n'es plus capable de planifier. Donc, tu n'es plus capable de prendre des décisions. Donc, j'avance plus en fait. Donc, tu n'avances plus. Donc, un choix est forcément émotionnel. Et ça, c'est pour ça que c'est important que tu le soulignes, en effet, c'est une des croyances des gens dans le marketing, dans la vente. C'est de croire que ce truc bizarre à la fois aux émotions et à la fois à la raison. Non, émotion. Donc, dès que tu as une émotion, tu tranches. Dès que tu as une émotion, tu as une énergie pour prendre une décision. Et à partir de quel moment tu tranches? Dans le sens où ta décision, elle est claire. C'est plus ton émotion, elle est grosse. Tu te dis, bah, t'as plus Dès le choix. que tu as deux niveaux d'évaluation, tu as la première qui va évaluer les bénéfices et l'autre qui va évaluer les conséquences, enfin l'effort. Exemple, tu veux faire du sport dans une salle de sport parce que tu veux être mieux. Ok, c'est le bénéfice, c'est que tu perds du poids, tu vas être plus en forme. Ok, donc tu as le bénéfice. Tac. De l'autre côté, c'est payant. Donc, tous les mois, tu vas payer. Il faut y aller. Donc il faut trouver du temps. Et il faut fournir de l'effort. Donc là, tu as les 3 éléments négatifs. Et tu as le bénéfice. Mais là, tu vas faire un calcul émotionnel. Tu vas faire tout simplement qu'est-ce qui vaut le coup. Donc, toi, tu peux le faire tout seul. Aucun problème. Mais là, toi, tu peux m'aider en fait à le faire. Bien sûr, avec le marketing et la vente, moi, je vais renforcer le côté émotionnel de l'autre pour que le prix ne soit pas un problème. J'allais dire, t'équilibres la balance je monte la balance en faveur des émotions positives. Je vais te montrer que finalement, le prix n'est pas un problème, que le temps, au début, ça va être compliqué, c'est vrai. Mais le temps, je vais motiver la personne grâce à de la motivation. Donc, grâce à l'image mentale de ce que tu vas lui faire percevoir. Exactement. Dans le futur. Donc, elle, si son cerveau arrive à bien comprendre que les avantages par rapport aux inconvénients, tu as la vente. Et si c'est inversement, tu n'as pas la vente. Donc, ça veut dire que si je ne fais pas de vente, c'est que je n'ai pas réussi, entre guillemets, à contrebalancer ou à trouver en tout cas le déclencheur. Si t'as pas, oui, le déclencheur, c'est le mot important, c'est trouver le déclencheur d'achat. Après, si tu fais pas de vente, c'est soit ton produit il est naze, que en gros qu'il n'y a pas de marché, que souvent on pense ça peut aider, oui, mais c'est pas une priorité. On a besoin de tous les produits du monde, sauf qu'on peut pas tous les acheter, donc on a un budget limité, et puis on a plein de problèmes. Donc il y a des priorités. Donc souvent on vient me voir, ouais, moi je résous un problème, oui, mais c'est pas une priorité. C'est pas une priorité par rapport à ça. Les gens, ils s'en fichent, tu vois. C'est sympa, mais c'est pas. Donc, il faut que tu résous un problème dur qui est ressenti comme un. Ou pas forcément, parfois c'est inconscient. Il faut que la personne, à ce moment-là, elle ressente qu'il y a un problème. Soit latent, passif ou actif. Latent, c'est-à-dire que tu n'as pas vraiment conscience que tu as ce problème, mais en discutant, je vais te faire prendre conscience que tu as un problème. C'est ce que tu appelles les insides? Non, c'est ce qu'on creusait. Rendre quelque chose de latent actif. Par exemple, peut-être que tu ne sais pas que tu as besoin d'une assurance ou d'une formation pour la cybersécurité. Donc, c'est en te posant des questions, en discutant avec toi, que je vais t'amener finalement à prendre conscience en disant « Ah ouais, il faut absolument que j'investisse dans la cybersécurité. » Ça devient urgent pour moi, tu vois. Ça devient urgent, donc une priorité, donc tu as une vente. Donc, si tu ne vends pas, souvent, c'est parce que soit tu es mal positionné, que ton produit ne fit pas. Et si tu as un bon fit, dans ces cas-là, tu as un problème de marketing. Moi, souvent, on me dit ouais, j'ai pas de concurrent, du coup, c'est cool. Ah non, moi, je te prends pas. Tu viens pas travailler pour moi je te prends pas parce que ça va être galère. Si tu as de la concurrence, ça veut dire qu'il y a un marché
Donc ça veut dire que la seule façon de te différencier, c'est le marketing. Ça tombe bien, je suis l'un des meilleurs dans le domaine. On a les dernières recherches, on a les dernières méthodes, donc c'est un avantage. Donc moi, quand j'ai attaqué le milieu de la fenêtre, qui est un très gros marché, c'est ultra concurrentiel. Mais vu que j'ai le meilleur marketing, donc j'y vais, j'attaque. Donc toi, c'est ton terrain de jeu, en fait. Ah mais c'est le terrain de jeu de... Oui, c'est une arme. C'est un super pouvoir. Quand tu sais vendre, ben, c'est cool, c'est bon. D'ailleurs, si ta société ne fonctionne pas et que c'est un produit qui fonctionne ailleurs, c'est un problème de marketing généralement. Ou que tu n'as pas réussi à délivrer et que tu as des commentaires négatifs. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens, les entrepreneurs, n'ont pas forcément cette notion qu'il peut y avoir un problème de marketing, en fait. Parce que c'est pas palpable. En fait, ils comprennent mal l'humain. Alors que tout est dans le marketing. Prends Nespresso. Nespresso, ça existe bien avant ma naissance. Dans les années 70, 75, ça existait dans les entreprises. Et les gens, quand ils prenaient un espresso, ils disaient pas que c'était super bon, en fait. Ils disaient, ouais, c'est moyen, on va pas l'acheter chez nous, c'est bien, quoi. Tu vois, ça n'a pas vraiment changé. Mais dans les années 90, Nestlé va dire, bah, il faut qu'on vende ce produit-là, sinon on a une super technologie, ça marche pas. Et là, ils ont dit, marketing. Alors, regarde le marketing de Nespresso. Aujourd'hui, c'est le meilleur café. Prends Apple, ça marchait pas. Et ils se sont dit, tiens, on va faire du marketing. Regarde où est Apple. Parce que en fait, les gens pensent qu'ils font des inférences, que les consommateurs sont rationnels et que s'ils ont besoin d'un produit, ils vont l'acheter. Donc en fait, le marketing, on est bien sur de l'humain derrière. En fait, c'est comprendre comment l'humain fonctionne pour qu'il achète. Et vu que la plupart ne comprennent pas comment l'humain fonctionne, donc ils ne comprennent pas l'importance du marketing. Là où le marketing, lui, va positionner son curseur sur l'autre, du moins, en tout cas l'acheteur, les autres vont positionner leurs produits sur eux et j'allais dire le produit qu'ils ont fait en pensant que c'est le meilleur du marché. Ah ouais, ça arrive tellement souvent que les gens arrivent, ouais, j'ai le meilleur produit, ça marche super bien. Ouais, c'est bien, mais c'est pas les meilleurs produits qui réussissent. Nespresso avait déjà un excellent café, il n'a pas réussi avant. Apple avait un meilleur produit que Microsoft, ils n'ont pas réussi. Donc ça veut dire que c'est pas les meilleurs produits qui réussissent, mais c'est ceux qui ont la meilleure communication. Bien évidemment, les plus grands génies sont souvent restés pauvres. Et moi, je connais tellement de personnes qui viennent me voir après que la faillite est tombée. C'est trop tard, enfin, quand ils ont la faillite. Il faut venir te voir quand, en fait? Dès le départ. Okay. Mais ça, comment tu on le le sauras sait, pas. en fait? Il faut échouer. Soit tu pars du principe que tu sais qu'une entreprise qui réussit, c'est du marketing. Tu l'as compris. Si tu l'as pas compris, tu vas perdre de l'argent, tu vas perdre des années et tu vas le comprendre par la douleur. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, mieux vaut investir dans le marketing, le bon marketing en tout cas, pour gagner du temps et éviter de... La longue courbe d'apprentissage, oui. Parce que si tu ne comprends pas l'humain, que tu comprends pas que le marketing c'est important, tu ne peux pas comprendre. D'ailleurs, j'ai eu un client qui savait de suite qu'il fait du marketing, donc il a travaillé avec nous, et ça marchait. Mais pour lui, c'était normal que ça marche, parce qu'il paye le marketing. Et donc il n'avait pas compris la valeur de ce qu'on donnait. Alors que d'autres clients, quand ils ont échoué, ça ne marchait pas, là ils comprennent la valeur. Et donc là maintenant, les clients dangereux, ce sont les personnes qui pensent que le marketing de base, ça va marcher. Et là, oui, ça marche que je paye. Donc, il ne faut pas me remercier de la même façon que quelqu'un qui a galéré, qui a eu plein d'agences avant. Et ça, c'est un point important. Et là, maintenant, je fais attention aux personnes qui arrivent avec un nouveau produit et qui ne comprennent pas l'importance du marketing. J'ai regardé sur LinkedIn, tu fonctionnes plutôt bien parce que tu as été référencé dans les top rankings j'allais dire de la plateforme. Toi, j'ai vu que tu marchais beaucoup au carrousel. Ça t'est venu d'où, ça? Alors, c'est du hasard. J'aimais bien partager des contenus que je partage dans mes formations. Et sur Instagram, il y avait pas mal de contenus carousel que j'aimais bien suivre moi-même. Et je me suis dit, tiens, je peux faire les mêmes choses. Et je l'ai fait sur LinkedIn. Donc, j'ai commencé à faire des carousels parce que ça te permet de bien développer un concept. Et les gens, ils aiment bien parce qu'ils apprennent vraiment des choses. Oui. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est simple. Et voilà, j'allais dire en 5-6 photos, tu apprends énormément. Et c'est tout de suite clac. Est-ce que c'est du système 1, ça? C'est du système 1 et c'est beaucoup de travail. En fait, quand les gens disent oh, j'ai compris un concept grâce à toi de façon super simple, mais derrière, j'ai passé des heures à trouver comment. Il y en a un qui a eu beaucoup de succès, justement parce que j'ai transformé en système 1. Moi, j'ai dit au début, il y a 2 moyens de trouver des clients. Soit tu les contactes, soit ils viennent te voir. Super simple. Max de commentaires en disant oh, incroyable, de simplifier. Mais les gens, ils disent quoi? Ils disent oui, pour trouver des clients, tu as le inbound marketing, outbound marketing. Déjà, ça commence à être compliqué là.
Toi, Tu j'ai m'as passé en simplifié. S2 là. Tu m'as passé. C'est ça, tu vois. Hop, système 1, deux façons. Moi, je préfère le deuxième. Ah. Comment? L'autorité. Et je définis, pas avec une définition de l'autorité, je montre un exemple de qu'est-ce que c'est l'autorité. Et les gens, ils disent waouh, ok, j'ai compris l'autorité. Avec un exemple extrêmement simple. Alors, c'est sûr que mes collègues dans la recherche vont dire ouais, c'est trop simple. Mais en fait, c'est ça qui fonctionne. C'est de réussir à rendre un concept complexe, simple. Et c'est pour ça que les gens ont du mal à l'imiter. Certains ils viennent me voir, ils me disent ouais, je dis la même chose que toi, mais moi ça marche pas, je comprends pas. Je regarde son poste, c'est pas du tout la même chose, mec. Tu parles de la même expérience, mais toi c'est un cours de prof super chiant, alors que moi je passe un temps à me dire comment je vais faire passer ce concept-là. D'accord. Donc ça veut dire que tu appliques vraiment ce que tu Totalement. dis tout le temps. Et d'ailleurs, c'est ton filtre. je fais ça, et les clients viennent tous seuls à moi, je ne fais aucune prospection. J'en reçois plus de demandes que je peux aujourd'hui répondre. Donc ça veut dire que, et j'avais vu aussi dans les carousels, donc il y a tout le temps cette notion où tu as des images, toujours dans cet écran mental, c'est très simple à lire, et d'ailleurs on a juste envie de swiper, tu vois, et de passer à l'image d'après. Et ce que j'aime bien, c'est que, vraiment, je dis ça, mais j'ai l'impression qu'en 15 secondes, tu apprends un concept, quoi. C'est ça. Et ça, c'est quand même... C'est ouf dans le sens où tu te dis waouh, il y a vraiment cette énergie où tu te sens plus intelligent une fois que tu as passé le carrousel, tu vois. C'est un peu le but. Dopamine, tac. Ouais. Et du coup, les gens sont super contents et ça marche super bien comme ça. Et d'ailleurs, je repensais, tu sais, quand tu disais système 1, système 2, donc le système 1, il faut que ça soit simple pour que le cerveau n'ait pas à se poser de 40 000. Je sais que tu travailles aussi dans le monde du luxe et souvent, en fait, j'allais dire, quand on va regarder des boutiques de luxe et tout ça, c'est relativement assez simple, en fait. Quand je dis simple, c'est très dégagé, très épuré. Alors, c'est pas le but d'être simple. En fait, le fait que ça soit de la distance, c'est une marque de luxe. La distance que tu mets entre le produit, par exemple, un produit de luxe, on va le mettre plus loin, on va se tourner, on va être beaucoup plus éloigné, et qu'un produit bas de gamme sera plus proche de la personne. La distance, c'est une notion de luxe. C'est pour ça que tout est dans les sites, les images plus petites, il y a plus de distance avec, dans le site, hein, tout simplement, entre les produits. Pareil pour en boutique. Donc cette distance, c'est une notion de luxe. Le produit a plus de valeur quand il est en distance par rapport aux autres produits. Ok, parce que je voyais des fois, tu pouvais avoir une montre, une bague, c'est limite, elle est toute seule sur c'est ça le luxe. Quelque chose qui est tout seul a plus de valeur. Ouais, ça attire tout de suite. Donc la distance est importante. Et le fait des fois que dans les boutiques de luxe, il n'y a pas de prix, c'est volontaire? C'est volontaire, oui. Dans le sens où on ne veut pas que tu actives le système 2 en voyant que ça coûte... Non, parfois on veut mettre le prix parce que ça permet de sélectionner. D'accord. Mais il y a des fois où tu ne mets pas le prix parce que... Non, dans les montres, parce que déjà, c'est pas... Dans certains domaines, tu ne mets pas directement le prix. Non. Les prix sont variables en plus d'un magasin à un autre, c'est une boutique à un autre. Ça dépend vraiment de la marque. Moi, j'ai l'impression le prix, on le met plus petit. C'est plus un problème de prix quand tu vas là-bas. C'est plus un problème de prix et surtout qu'on va le mettre en tout petit, discret. Le prix, c'est mal vu. On met pas le grand prix avec une grosse affiche. Ça, c'est bas de gamme. Ça peut être dans des restos où des fois, t'as pas les prix. Les restos, les prix sont petits. D'accord, ok. Il ne faut pas que ça attire en tout cas ton œil ou que ça... Non, c'est quelque chose de plus discret. Le fait de le mettre petit, c'est aussi petit dans ton mental, j'allais dire, où ça ne représente pas grand-chose, quoi. Oui, aussi, c'est ça fait bas de gamme de mettre le prix en avant. Ouais. D'accord, ok. Alors du coup, pour revenir dans ton histoire, donc il y avait donc là tu pars dans l'entrepreneuriat, tu faisais des conférences. Après un moment, tu bascules complètement dans l'entrepreneuriat. Oui, parce qu'en fait, on me trouve. Du coup, il faut savoir que j'ai des super résultats. Donc, je te donne un exemple. J'ai formé toute une équipe commerciale, donc en plusieurs semaines. Le contrat, je n'ai pas de problème à le dire, c'était 40 000 €. D'accord. Ça peut sembler cher pour pas mal de monde. Moi aussi, à l'époque, je suis très content d'avoir ce contrat. Sauf que eux, les résultats en plus, c'était 1,3 million.